Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne renforcent leur coopération. L'ambassadeur d'Allemagne était chez le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, et le diplomate ont fait un point sur les relations entre les deux pays. On retient qu'il s'engage à poursuivre dans le sens du renforcement de ces liens dans plusieurs secteurs de la vie de la nation. 3 projets de loi adoptés en plénière à l'Assemblée nationale. Il s'agit des lois sur l'absence et la disparition, les règles en matière de transport intelligent et le code de l'aviation civile. Le président de la Chambre basse a annoncé de nouvelles nominations au sein du bureau et dans quelques commissions. Le calendrier des travaux également adopté. Et l'opération de révision de la liste électorale en France débute le 26 novembre. Le président de la commission électorale indépendante et quelques membres de la CEI étaient en mission. Les bureaux de la commission électorale des représentations diplomatiques installés, les commissaires locaux également formés sur le mode opératoire de ce processus. Rishi Sunak est devenu ce mardi officiellement le Premier ministre britannique. L'ex-banquier et ministre des Finances promet d'œuvrer à la stabilité économique et surtout de regagner la confiance des électeurs par son professionnalisme, son intégrité et sa responsabilité. Le vice-président de la République a échangé ce mardi avec l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Tiemoko Melie-Kone, et le diplomate ont évoqué les différents axes de la coopération bilatérale entre les deux pays. Mahama Traoré pour les détails. C'est une visite de courtoisie, selon l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Ingo Herbert en a profité pour évoquer avec le vice-président Tiemoko Melie-Kone la longue relation d'amitié et de coopération qu'entretient son pays avec la Côte d'Ivoire. 1 heure d'échange durant, les deux personnalités ont passé en revue les différents axes de cette coopération. On a parlé de notre engagement pour l'énergie renouvelable. On a parler de notre engagement pour le nord du pays, pour appuyer le gouvernement de la Côte d'Ivoire, de créer d'emplois pour les jeunes, pour les femmes. Au nord, là, on a plusieurs programmes et c'était dans le cadre d'empêcher, comme on dit, un spillover de la menace de terrorisme des pays voisins. On a parlé de plus d'échanges dans le domaine de la technologie, mais aussi on a parler des relations culturelles. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où beaucoup des élèves, beaucoup des étudiants ont choisi la langue allemande et on a depuis plus de 50 ans un institut Goethe ici. Les relations diplomatiques entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire ont été établies en 1961. Depuis sa prise de fonction en août 2020, Ingo Herbert s'attelle à renforcer ses 60 années de coopération. Précisons qu'il occupait précédemment la fonction d'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso. À l'Assemblée nationale, les députés étaient réunis ce mardi en séance plénière. Ils ont examiné 3 projets de loi, à savoir la loi relative à l'absence et à la disparition, celle portant ratification des règles applicables en matière de transport intelligent et le projet de loi sur le code de l'aviation civile. Ces textes ont été adoptés à l'unanimité des 207 présents. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a annoncé de nouvelles nominations au sein du bureau et dans des commissions. Moussa Konaté. 3 projets de loi sur la table des députés à cette séance plénière. Il s'agit du projet de loi de ratification portant règles applicables en matière de transport intelligent qui inclut l'innovation technologique dans le secteur du transport routier. Le projet de loi portant code de l'aviation civile qui vise à renforcer les capacités de sécurité et de sûreté dans le transport aérien. Et le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition qui vient régler les vides juridiques liés à la non-présence. Quelqu'un, on ne trouve plus cette personne à son domicile. Elle n'est plus à sa résidence. Du temps passe. On s'inquiète. On ne sait pas si cette personne est vivante ou si elle est morte. Le temps s'est écoulé. Cette personne est absente. Deuxième hypothèse. Des gens veulent traverser pour aller en Italie. Ils prennent une embarcation précaire. Avec cette embarcation précaire, il y a un naufrage. On retrouve sur les 60 embarqués, 40 corps. Et puis,
Les 20 autres, on ne les retrouve pas. En droit, il n'y a mort que lorsqu'il y a un cadavre. S'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mort. Les 20 autres dont on n'a pas retrouvé le corps ne sont pas considérés comme morts, sont considérés comme disparus. Le président de la République a décidé de rénover l'aéroport et en rénovant l'aéroport, il va dire qu'on aura eu de gros investissements à faire conformément à ce que nous appelons la loi de Chicago qui porte des règlements sur l'aviation civile. Et en se conformant à cette loi de Chicago, il est évident que nous devons d'abord sécuriser notre aéroport. La plénière a aussi adopté le calendrier des travaux parlementaires allant du 31 octobre au 29 décembre 2022. 44 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ils sont tous programmés pour être examinés sur la période sus-indiquée. Il est également inscrit au calendrier une séance d'information parlementaire avec la Commission électorale indépendante sur le processus et les innovations liées à la révision de la liste électorale. Cette séance d'information aura lieu le 31 octobre. Autre axe de cette séance, l'annonce de nouvelles nominations au sein du bureau de l'Assemblée nationale et dans certaines commissions parlementaires. Le député Thomas Camara a donc été proposé au poste de président de la commission en charge des relations extérieures en lieu et place de M. Famoussa Koulibaly. Député Sangaré Yakouba, anciennement rapporteur général de la commission des relations extérieures, a été donc proposé au poste de secrétaire. Le poste de vice-président que j'occupais pour le compte du RHDP, il a été proposé par le groupe parlementaire au député Oué Mela, devenant ainsi vice-président du bureau. Le président de l'Assemblée nationale a aussi félicité et souhaité la bienvenue aux 3 nouveaux députés récemment élus lors des élections partielles. Kofi Atingbri de Lolobo, Bodokrou, Mamadou Diomandi de Séguéla sous-préfecture et Ndri Yao de la circonscription de Méagui sous-préfecture. Dans l'autre chambre du Parlement, allons cette fois en France, le président du Sénat, Jean-Noël Oussou-Kouadio, continue sa mission de travail à Paris. Ce mardi, il a pris part à une séance publique au Sénat français. Cette chambre salue les progrès réalisés en Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara. Ces parlementaires se réjouissent de ces actions qui repositionnent le pays dans le monde. Kader Sogodogo. Palais du Luxembourg, Paris, hémicycle du Sénat de France. Alain Richard, ancien ministre de la Défense et actuel vice-président du Sénat français, prend la parole pour annoncer la présence d'un hôte de marque, le président du Sénat ivoirien, Jean-Noël Oussou-Kouadio. Le Sénat français a tenu, à travers cette présence, à rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions inlassables en faveur d'une Côte d'Ivoire qui va de l'avant. Monsieur et Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d'honneur d'une délégation du Sénat de Côte d'Ivoire, conduite par son président, son Excellence, Monsieur Jean-Noël Oussou-Kouadio. Nos 2 Sénats sont engagés depuis dans une coopération étroite, portant notamment sur l'évaluation des politiques publiques et la qualité des travaux législatifs. Au-delà, permettez-moi de saluer l'action du président Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un pôle de stabilité dans un environnement régional troublé, et ses efforts pour renouer le dialogue politique. Cette voie n'est pas nécessairement la plus facile, mais elle est la plus prometteuse. Nos 2 pays sont par ailleurs engagés dans un partenariat étroit qui porte ses fruits dans tous les domaines, et singulièrement en matière de sécurité et de défense pour mieux combattre le terrorisme. Un standing ovation des sénateurs français pour ponctuer cette reconnaissance internationale. Un instant mémorable pour la délégation ivoirienne. Nous avons assisté à ce salve d'ovation à l'endroit du président Alassane Ouattara pour son leadership éclairé. Les attentes sont fortes au niveau de la France. Et le peuple ivoirien doit être la force du président Alassane Ouattara, que les Ivoiriens comprennent que nous devons faire corps avec le président Alassane Ouattara pour continuer à bâtir la Côte d'Ivoire, à élever la Côte d'Ivoire dans le concert des nations, rendre la Côte d'Ivoire géante, un grand pays, un géant aux pieds solides dans le concert des nations. Jean-Noël Oussou-Kouadio et sa délégation vont ensuite aller à la découverte de la mémoire française conservée au Palais du Luxembourg.
La copie originale de la Constitution de la Ve République, où Félix Houphouët-Boigny est signataire en sa qualité de ministre d'État français. Nous sommes en 1958. Un tour dans la bibliothèque du Sénat. Une ancienne prison au sein du musée du Luxembourg, devenue bibliothèque. Le premier musée européen ouvert au public. 80 000 livres y sont conservés. Et restons là-bas en France, c'est bientôt le démarrage de l'opération de révision de la liste électorale. Les Ivoiriens de la diaspora sont aussi concernés, évidemment. C'est le 26 novembre que le processus démarre en France. Le président de la commission électorale indépendante y était récemment en mission. Les bureaux de la commission électorale, des représentations diplomatiques installées et les commissaires locaux formés sur le mode opératoire. On le voit avec Abou Sanogo. Du 26 novembre au 10 décembre prochain, démarre l'opération de révision de la liste électorale de la diaspora ivoirienne. En prélude à cette opération, une délégation conduite par le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubière, est dans l'Hexagone. En ligne de mire, l'installation du bureau de la commission électorale des représentations diplomatiques de France, composé d'un président, Bouaké Karamoko, d'un vice-président, Ouega Zegri, et d'un secrétaire, Lantak Gbegbe. Un bureau élu par l'ensemble des 8 commissaires de la commission électorale des représentations diplomatiques de France. Ces derniers ont été formés et sensibilisés sur les différentes étapes du processus électoral, avec un accent particulier sur la révision de la liste électorale. À l'issue de cette formation, une rencontre d'échange avec les leaders d'opinion et les chefs de communauté. La révision permet d'actualiser la liste électorale. Parce que si vous êtes aujourd'hui à un statut A, évidemment, avec le temps, vous pouvez changer de statut. Comment on fait la révision de la liste électorale? La première étape est celle de la collecte des données. Les données sont collectées de deux façons. Soit quand vous vous rendez directement dans nos guichets qui vous seront établis par la Commission électorale de France, vous produisez tous les documents et on prend d'abord vos données alphanumériques et après les empreintes biométriques. Ou bien, vous venez vous faire enrôler en ligne. Mais l'enrôlement en ligne ne concerne que ceux qui sont déjà sur la liste électorale. C'est-à-dire, c'est ceux qui veulent, par exemple, voir leur lieu de vote changer. Une fois les données obtenues, il faut les traiter. Le traitement va consister à expurger les irrégularités qui peuvent être contenues dans la collecte des données. À l'issue du traitement, nous allons afficher la liste provisoire. Au total, 21 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Afrique ont été sillonnés par les commissaires de la commission électorale indépendante dans le cadre de cette mission d'installation de bureaux et de sensibilisation sur la révision de la liste électorale. À noter que pour l'opération de révision de la liste électorale à l'étranger, il faut être détenteur, soit d'une carte nationale d'identité ivoirienne, soit d'un passeport biométrique ivoirien ou encore d'une carte consulaire. Ici en Côte d'Ivoire, voyons maintenant cette innovation à la fonction publique. Le ministère dispose désormais d'un manuel de procédure organisationnelle. Ce document a été élaboré en vue de satisfaire les attentes des usagers du service public. Grace Kando était à la présentation officielle. Manque de célérité, retard dans la délivrance des actes, corruption et mauvaise réception des usagers, entre autres mots qui minent l'administration publique. Pour apporter des réponses à ces préoccupations, le ministère de la fonction publique se dote d'un manuel de procédure organisationnelle en vue de satisfaire les attentes des usagers que sont les fonctionnaires et agents de l'État. Ce manuel comporte 28 procédures. Désormais, ils auront un outil de référence pour regarder ce que nous faisons. Ça veut dire tout simplement que nous jouons la carte de la bonne gouvernance, la carte de la transparence et également de porter des améliorations en permanence de sorte à impacter la vie de l'administration publique. Mais on travaillait sans un document qui retrace nos procédures et ce qui ne permettait pas de faire une vraie évaluation de ce que nous avons à faire au quotidien. L'objectif est d'être dans l'amélioration continuelle de nos procédures en vue de satisfaire donc les usagers clients, comme on le dit. Ce manuel de procédure va booster la gouvernance de l'administration publique. Dans la gestion des ressources humaines de l'État, nous avons une multitude d'actions que nous devons effectuer chaque jour vis-à-vis de l'usager client. Tout cela nous oblige donc à faire en sorte que la performance de l'administration soit vécue au quotidien
par les populations et que notre action facilite la vie aux usagers. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il va falloir faire en sorte que tous les agents du ministère de la fonction publique s'approprient ces procédures et la mettent effectivement en application. Le ministère est véritablement engagé pour jouer son rôle de moteur de notre administration. Le processus d'élaboration du manuel de procédure de la fonction publique a démarré en 2015 et a connu un coup d'accélérateur en 2021 et pour être finalisé en 2022. Un séminaire international sur les intégrations à l'économie mondiale et les exigences de la compétitivité durable. La rencontre se tient depuis hier à Abidjan. Les travaux vont permettre de repenser la position de l'Afrique dans cet ensemble économique mondial. Jean-Marc Diadji. Malgré les progrès remarquables en termes de performance macroéconomique, l'Afrique représente seulement 3% du PIB mondial. Il est l'un des continents ayant le plus faible niveau d'échange et reste très peu intégré dans l'économie mondiale. Pour analyser les défis et opportunités qui sous-tendent les mutations observées dans l'ordre international, des experts ivoiriens et africains sont à Abidjan à l'occasion du séminaire international sur les intégrations à l'économie mondiale et les exigences de la compétitivité durable. C'est le lieu de se féliciter de l'initiative prise par la FEDI à travers l'Observatoire de la compétitivité durable, de faire évoluer la réflexion sur le concept et la mesure pratique de la compétitivité. Pendant 3 jours, ces experts ivoiriens et étrangers vont analyser les exigences de la compétitivité durable et tirer profit pour leurs pays respectifs. Bamba Vassogbo, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, estime que ce séminaire est une occasion de repenser l'insertion de l'Afrique dans l'économie mondiale. Les intégrations africaines à l'économie mondiale et les exigences de la compétitivité durable. Ce thème nous plonge en effet au cœur des enjeux et défis des relations économiques internationales et fournit ainsi l'occasion d'échanger sur les moyens et modalités susceptibles d'aider les économies du continent à se positionner plus favorablement et à tirer profit des opportunités offertes par la globalisation. Le séminaire combine à la fois exposé théorique et table ronde, associant des partenaires techniques et financiers présents à Abidjan et des cadres de la fonction publique et du secteur privé. Ils sont une soixantaine, les gestionnaires du patrimoine de l'État réunis à Grand-Bassam pour valider le dispositif final de mise en œuvre de la comptabilité des matières. Cette comptabilité qui permet de faire l'inventaire des biens appartenant à l'État et surtout de faire le suivi régulier des entrées, des sorties et des quantités des articles en stock. La Côte d'Ivoire veut se doter d'un référentiel consensuel en vue d'une gestion efficiente. C'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. Ce référentiel consensuel en cours de validation ici à Grand-Bassam sera bâti à partir d'un document d'action stratégique élaboré par les experts de la comptabilité des matières. Ce document stratégique servira de boussole à la mise en œuvre de la compta matière en Côte d'Ivoire. Il permettra de déterminer un chronogramme à moyen et long terme pour la réalisation des actions prioritaires à mener. La prise des principaux textes par le gouvernement a déjà abouti à la nomination des gestionnaires du patrimoine à 95% pour les institutions et les ministères et à 70% pour les établissements publics nationaux. À ce jour, la totalité des gestionnaires du patrimoine désignés a bénéficié de formations sur le cadre de gestion des biens de l'État, les procédures et les outils de gestion en comptabilité matière. La DPE est à pied d'œuvre pour la prise de dernier texte réglementaire, à savoir l'arrêté interministériel relatif au seuil de patrimonialisation et l'arrêté interministériel relatif à la mise en place de la commission de réception des matières. Par ailleurs, elle organisera très bientôt des sessions de formation à l'endroit des ordonnateurs. Ce nouveau mode de gestion des biens de l'État central, des collectivités décentralisées et des établissements publics nationaux est une directive de l'UEMOA qui commande de disposer d'informations relatives à la composition et à la valeur des matières détenues par l'État. Cet outil a pour but d'éviter les malversations et les détournements des biens publics
et de promouvoir une utilisation rationnelle des matières et des matériels. Et l'actualité, c'est aussi le fleuve Nzi qui était sorti de son lit il y a quelques jours. Des familles sinistrées à Dimbokro à cause de cette montée des eaux. Le gouvernement exprime son soutien aux populations impactées. Le ministre de l'économie et des finances leur offre 2 millions de francs CFA et des vivres. Adama Coulibaly appelle à libérer les sites à risque d'inondation dans la localité. Didier Nguessan. Les quartiers de Dimbokro dans la région du Nzi, frappés de plein fouet par la crue du fleuve Nzi, suite aux pluies diluviennes de la semaine dernière. Des centaines de familles aujourd'hui désemparées et sans abri. Dans la dynamique de la Côte d'Ivoire solidaire, le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, est sur les lieux pour constater de visu les dégâts et témoigner la compassion du gouvernement aux familles éprouvées. Monsieur le ministre de l'économie a bien voulu se rendre lui-même sur les sites qui ont été impactés malheureusement par la montée des eaux. Il se propose, en tout cas au nom de tous les cadres de Dimbokro, de faire dans l'immédiat un don de 2 millions de francs et de 10 tonnes de riz en faveur des populations sinistrées. Pour préserver des vies humaines d'éventuels sinistres, le ministre Adama Coulibaly invite les populations présentes encore dans ces zones inondées à les quitter. Il y a 200 familles au total qui ont été touchées environ et donc les dispositions sont en train d'être prises pour que cette population puisse être accueillie sur des sites, le temps effectivement que les choses se passent bien. Et pour ceux qui sont encore dans la zone, nous les invitons à évacuer leur maison parce que l'eau continue de monter. L'eau continue de monter, il faut éviter d'être surpris par l'eau pendant le sommeil. Le gouvernement amplifiera ses actions de solidarité à l'endroit des populations affectées par la montée des eaux du fleuve Nzi. Une délégation conduite par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté se rendra sur le lieu dans les prochains jours. En santé, la Côte d'Ivoire a célébré ce mardi la journée mondiale de l'hydrocéphalie et du spina bifida, des maladies dues à des malformations congénitales. Une ONG et la Société ivoirienne de neurochirurgie a organisé une session d'intervention chirurgicale, de consultation et de sensibilisation. Une journée pour interpeller l'opinion publique sur ces deux pathologies et leurs conséquences sur la santé des populations. Georgette Ido, Abou Sanogo. Seulement âgé de 20 mois, Ibrahim souffre de l'hydrocéphalie. Admis au centre de santé Don Orion né de Bounois. Sa mère explique comment cette maladie a fait basculer sa vie. Ça a 3 mois que j'ai vu que la tête a commencé à grossir. Et je pensais que c'était spontané. Donc promener un peu partout, jusqu'à ce qu'on me dit non, que l'enfant a hydrocéphalie. Vraiment, il y a eu un choc, j'ai pleuré. Aujourd'hui, c'est une mère toute heureuse. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'hydrocéphalie et du spina bifida, son fils a bénéficié d'une intervention chirurgicale. Quand on m'a appelé pour dire que mon enfant est suivi d'opération, vraiment, ça m'a fait genre au cœur. Quelque chose qui s'opère de 2 millions, 3 millions, on te dit souvent 4 millions, et aujourd'hui on te dit on opère ton enfant gratuitement. C'est une joie pour nous. Comme Ibrahim, ils sont plus d'une dizaine d'enfants à bénéficier de cette intervention initiée par la Société ivoirienne de neurochirurgie et ses partenaires. L'hydrocéphalie et le spina bifida, deux pathologies encore méconnues du grand public. Une aubaine pour les ONG pour multiplier la sensibilisation et la prévention sur les conséquences de ces maladies. Ces enfants sont stigmatisés, des fois par la société, des fois par les camarades, les enfants camarades, mais ce n'est pas leur faute, ils ne connaissent pas. Des fois, on voit des papas venir seuls parce que la maman est partie, parce que la charge est trop lourde, ou bien des mamans venir seuls parce que le papa n'en peut plus. Et puis, il y a des tabous. Notre fondation a participé justement à aider ces parents-là à saisir cette opportunité-là en les préparant justement par des examens et tout, parce qu'il faut être en condition pour être recruté. Selon des spécialistes, l'hydrocéphalie est une augmentation du volume du liquide céphalo-rachidien, provoquant une dilatation des ventricules cérébraux et du volume du crâne. Quant au spina bifida, il est une malformation congénitale de l'arc postérieur des vertèbres sacrées ou lombaires. La seule solution, une intervention chirurgicale. Le traitement est chirurgical, définitif c'est chirurgical, et il doit être précoce. Lorsqu'il est précoce,
effectivement, on a de très bons résultats et on a des enfants qui peuvent reprendre leur développement sans problème. En Côte d'Ivoire, plus de 2 enfants sur 1000 sont touchés par la maladie. La commémoration de la Journée mondiale de lutte contre l'hydrocéphalie et du spina bifida en Côte d'Ivoire est à sa 4e édition. Et dans l'actualité politique ce soir, le RHDP se prépare pour les futures élections. Le rassemblement des oufouettistes est sur le terrain. Le parti mobilise les militants dans les différentes localités. À Djamé, il y avait une séance de sensibilisation pour l'inscription sur la liste électorale. Souleymane Donisongui et Rigoré. Farikou Soumaoro, secrétaire départemental du RHDP, en séance de travail avec des responsables politiques du parti des oufouettistes. Objectif, assurer la victoire du RHDP lors des élections locales de 2023. Pendant sa prise de parole, le député maire d'Adjamé a invité son auditoire à une mobilisation exceptionnelle pendant ces échéances à venir. Le RHDP est un parti qui veut le bonheur des Ivoiriens. Et aujourd'hui, après les élections départementales, nous mettons cap sur les échéances à venir. Il faut enrôler le maximum de militants, surtout les nouveaux majeurs. Lui emboîtant le pas, Fatoroman Sanogo, secrétaire départemental de William Civil, a indiqué qu'il y a plus de 40 000 militants mineurs majeurs à enrôler dans la commune. Un défi majeur pour le RHDP. Au niveau d'Adjamé, nous avons 3 départements. Nous sommes passés d'un département à 3. Donc il va sans dire qu'il y aura des changements, notamment 15 zones, à savoir 5 zones par département. Nous avons profité de cette aubaine pour réellement parler des urgences. Les urgences, c'est l'enrôlement de nos militants, mais c'est surtout la révision de la liste électorale. À quelques mois de ces élections locales, le RHDP est déjà sur le terrain pour se donner plus de chances afin de s'imposer dans les urnes. Hors d'Abidjan, le secrétaire départemental RHDP de Daloa sous-préfecture a échangé avec les militants de cette partie de la Cité des Antilopes. Il a procédé à la présentation de son bureau avant de galvaniser les troupes pour les élections locales à venir. Jamal Diadji. Rencontre d'échange au domicile du secrétaire départemental RHDP de Daloa sous-préfecture. Face aux militants et sympathisants dans la Cité des Antilopes, Antoine Nizako présente son bureau composé de 13 membres. La nouvelle équipe dit être prête à se mettre en ordre de bataille pour les défis futurs. Il y a la responsabilité de chacun qui est engagé. Et à tous les postes, il y a des responsables. Parce que chacun a une feuille de route. Et c'est le respect de cette feuille de route qui peut donc favoriser la mobilisation et autres. Les sympathisants jugent ces échanges fructueux. Donc nous ferons seulement ce qu'il va nous demander. Nous ne savons rien, grande chose dans la politique. Mais chaque fois qu'il aura besoin de nous, s'il a une idée qui est conforme à la nôtre. Quand on te met en mission, il faut t'entourer des gens qui peuvent t'aider à faire ton travail. Donc on l'encourage à faire son travail efficacement. Le secrétaire départemental RHDP de Daloa sous-préfecture, Antoine Nizako, élu le 23 juillet dernier, envisage de mobiliser les militants de cette localité pour des échéances électorales apaisées. Nous avons l'intention d'être dans le train de l'émergence de certaines régions avec le Haut-Sassandrois, évidemment avec la sous-préfecture. Je suis venu là pour faire basculer en tout cas là où il faut le RHDP dans la voie de 2025. Au terme de cette rencontre, un repas est partagé au domicile du secrétaire départemental RHDP de Daloa sous-préfecture, Antoine Nizako, dans une ambiance conviviale. Le peuple Nzima va rendre hommage au président de la République le 1er novembre. Ce sera au Palais Royal et place de l'Habitat. Cette journée de reconnaissance est placée un jour capital de cette fête, la sortie du roi. Une reconnaissance en raison des travaux effectués à l'embouchure. Le résultat va soulager Grand-Bassam et épargner la ville historique des inondations. Victorien Angoua. Le président de la République a l'honneur à l'Abissa 2022. Le peuple Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire veut lui exprimer sa reconnaissance le mardi 1er novembre 2022, jour de la purification de l'Edomboulé. Un jour sacré marqué par la première sortie du roi, Sa Majesté à Montanoé. L'embouchure est un élément salvateur pour le peuple Nzima. Parce que lorsque cette embouchure sera totalement terminée, adieu les inondations. Mais nos lagunes seront encore davantage empoisonnées. Les algues qui trônent sur la lagune vont disparaître.
autant d'avantages qui amènent le peuple Nzema à reconnaître la valeur de ces grands travaux. Il va y avoir une cérémonie d'hommage au chef de l'État pour ces grands travaux qui sont en train d'être réalisés au profit de Grand Bassam. C'est une des valeurs de la BISA sur laquelle nous sommes appuyés pour organiser cette reconnaissance. Sur la place de la BISA, nous allons faire l'hommage à travers la poésie chantée. Célébration du président Alassane Ouattara parce que les travaux de l'embouchure prennent bientôt fin. Un soulagement pour Grand Bassam en général et le quartier France en particulier. Justement, les couleurs de la BISA 2022 ont été annoncées ce dimanche 23 octobre au Siedou. Thème de cette année, la BISA au service de la paix et de la cohésion sociale. Sans cohésion, sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Donc cette année, sur tout le déroulement de la BISA, nous allons nous ancrer autour sur ce thème-là pour agir et pour développer la BISA. Cette phase passive va permettre aux Nzema de se réconcilier et d'aborder la nouvelle année dans de bonnes dispositions de cœur, avec des cœurs purs et des âmes purifiées. Les Dongolais a pris sa retraite pour une semaine dite silencieuse. C'est le recueillement, la préparation des cœurs à la cohésion et à la paix avant les manifestations publiques de la BISA. A rappeler que samedi matin, une opération don de sang a eu lieu au siège de l'association Abissa, une initiative du comité d'organisation. Dans le reste de l'actualité, Rishi Sunak est officiellement Premier ministre britannique. Il succède ainsi à Liz Truss, qui a eu un mandat record de 49 jours suite aux réactions suscitées par son plan massif de baisse d'impôts. Il est le 3e en 2 mois dans un pays plongé dans une grave crise économique et sociale. Le roi Charles III a chargé l'ex-banquier de former un gouvernement. L'ancien ministre des Finances devient ainsi le premier dirigeant britannique d'origine indienne de confession hindoue. Il promet d'œuvrer à la stabilité économique et surtout de regagner la confiance des électeurs par son professionnalisme, son intégrité et sa responsabilité. Et puis à suivre tout de suite votre émission Le Débat, thème « Pourquoi les veuves et les orphelins sont-ils spoliés ?» Présentation Eliane Hervaux, c'est donc tout à l'heure, juste après ce journal-là. Et voilà qui m'interrompt ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23 h. Ce soir, le sage nous apprend que la barbe ne peut pas raconter de vieilles histoires. Aussi, là, Dieu le voulant, on se retrouve demain.